Et donc si on regarde les enjeux, comme je le disais, le premier enjeu, c'est de récupérer l'email. Donc j'ai choisi de mettre des petits exemples tout simples qui vont être parlants. Ici, on a une publicité Instagram pour Vistaprint qui va me proposer de l'impression. Dès que je clique pour en savoir plus, j'arrive sur un formulaire très simple de conversion où pour m'inscrire à la liste de diffusion et bénéficier de 15% de remise sur ma commande si je m'inscris à la newsletter. Donc a priori, je suis intéressé pour faire de l'impression. Si je m'inscris, hop, je vais avoir 15%. Marketing Automation se déclenche. Du coup, je reçois immédiatement le mail de bienvenue chez Vistaprint avec mon code de remise. Bon, exemple très très simple. Même exemple en B2B. Encore une campagne sponsorisée sur Instagram, donc des ads pour Meta, où on me propose une étude social media multisectorielle. Donc Facebook versus Instagram, avoir les réponses, blablabla. Là, vous voyez tout de suite, le formulaire, il est un peu plus étoffé et on me demande mon email professionnel. Aujourd'hui, en B2B, il faut essayer d'éviter de collecter du Gmail, du Yahoo ou encore du Hotmail, puisque ce sont les boîtes personnelles et on aura forcément un niveau d'interaction et de performance qui soit moindre que si on récupère l'email professionnel. Donc aujourd'hui, il y a des listes qui existent où on peut interdire dans un formulaire de remplir un Gmail, un Yopmail pour prendre le fournisseur d'adresses jetables le plus connu. Enfin voilà, donc ça peut être très bien géré. Donc là, ils l'ont fait. On demande donc nom, prénom, email professionnel. On pourrait demander la société aussi, la fonction dès le début et je télécharge mon étude. Ici, on ne me la donne pas. C'est-à-dire que quand j'ai rempli le formulaire, je n'obtiens pas l'étude immédiatement. On me l'envoie par mail pour éviter forcément ceux qui déclarent des emails bidons, etc. Donc j'ai la page de confirmation et on me propose une autre action ici, de m'abonner à la newsletter. Ça peut être aussi une bonne pratique en marketing automation, c'est-à-dire que si vous venez de convertir, à ce moment-là, la personne manifeste de l'intérêt pour ce que vous proposez, elle est intéressée par vos services ou votre discours ou votre expertise. La page de remerciement est aussi le moyen de lui proposer quelque chose de plus. Ne partez pas sans avoir téléchargé le baromètre de tous les réseaux sociaux et pas seulement le comparatif Facebook versus Instagram. Et à ce moment-là, je lui redemande plus son email, son nom, son prénom, puisque je le connais, je lui demande sa fonction, sa société, est-ce qu'elle a un projet de se faire accompagner sur les réseaux sociaux ou quelque chose comme ça. Et là voilà, l'email de confirmation qui est envoyé juste après. Alors tout ça, pour être clair, ça pose une question qui est fondamentale depuis 2018, c'est le consentement au traitement des données personnelles. Juste pour que ce soit bien clair pour tout le monde, l'envoi d'email exige aujourd'hui qu'on ait recueilli le consentement de la personne derrière l'écran. En revanche, le règlement général pour la protection des données personnelles est plus exigeant si l'on s'adresse à des particuliers, où on est susceptible de collecter vraiment des données personnelles, que en business to business, où là, on est davantage à vouloir collecter des données sur l'entreprise en général. Ce qui fait que, ça c'est un extrait d'un article de la CNIL sur le RGPD en pratique. Si vous êtes en B2C et que vous adressez des particuliers, il est indispensable d'obtenir l'accord préalable du destinataire et qu'ils disent oui. Il faut qu'ils disent oui, je souhaite recevoir des informations. C'est ça la pratique qui est visée par le RGPD, par la CNIL. Donc si vous voulez envoyer des emails par du marketing automation ou des SMS, puisque ça fonctionne très bien en SMS aussi, le marketing automation en B2C, la personne doit accepter de recevoir ça au préalable. Sinon, c'est hors la loi et c'est une amende de mémoire de 15 000 €, quelque chose comme ça, si on y contrevient. En revanche, en B2B, là, c'est moins contraignant, c'est que si la personne n'a pas dit non, c'est qu'elle a dit oui. Donc c'est subtil la différence, mais c'est quand même hyper intéressant en B2B. Et c'est normal parce que en B2B, vous allez voir dans les exemples que je prends après, on ne va pas collecter le sexe, l'âge ou des informations à caractère très personnel. On va plutôt s'intéresser à dans quel secteur travaillez-vous. Êtes-vous dans la finance, dans l'assurance, dans le commerce de détail ou des choses comme ça. Donc qui sont des données liées à l'entreprise qui nous intéressent et pas des données personnelles en tant que telles.
Et donc, pour ceux qui connaissent déjà un peu le marketing automation, ils se disent, mais alors, dans tout ça, le growth hacking, donc c'est pareil, le growth hacking, on pourra en parler pendant 40 minutes. Sur la chaîne de Magnetic Way, il y a une vidéo qui en parle où j'exprime mon point de vue sur le sujet. Le growth hacking, qui se définit dans Wikipédia comme le bidouillage de croissance, hein, c'est un terme qui a été inventé par les startups dans les années 2000, en fait, les startups, et il y en a dans la salle, donc vous n'allez pas être surpris par ce que je vais dire, mais en fait, les startups, elles n'ont rien à perdre, elles ont tout à gagner. Comme elles partent et qu'elles n'ont pas de marché, elles n'ont pas de clients, elles n'ont pas de produits, elles inventent quelque chose de nouveau, elles partaient du principe qu'elles n'avaient rien à perdre, elles avaient tout à gagner. Autrement dit, elles faisaient ce qu'on appelait du growth hacking, elles récupéraient des bases mail un peu à gauche, à droite, elles essayaient très vite de gagner de l'audience, très vite de faire grossir leur communauté. Et parmi elles, dans les techniques qu'elles utilisaient pour faire ça, il y en a une qui est bien connue chez les marketeurs qui s'appelle le scrapping d'email, hein, c'est le terme anglo-saxon qui est utilisé mais qui est rentré dans le langage courant, le scrapping d'email. C'est la capacité qu'on a avec l'open data, donc toutes les données qui transitent quand vous êtes sur votre navigateur internet. Il y a énormément de données qui transitent en arrière-plan que vous ne voyez absolument pas dans la page qui vous est restituée mais qui sont pourtant là. Aujourd'hui, c'est des flux cryptés, mais il y a quand même des données qui sont relativement accessibles. Ce qui fait ici je vous prends juste deux exemples. Là, vous avez un plugin à rajouter à Chrome qui vous permet, quand vous allez sur des pages, et notamment des pages de profil, des choses comme ça, en fait, de récupérer les adresses email de ces personnes qui commentent un article de blog ou un membre sur les réseaux sociaux. Là, vous avez même l'exemple de GetProspect, qui a fait la vidéo tuto quand on a l'outil. Vous allez sur LinkedIn, vous n'êtes pas en contact avec les gens, mais vous récupérez l'adresse email des personnes dont vous allez consulter le profil. Enfin, il y a plein de choses comme ça qui sont techniquement possibles. En revanche, on touche là à un débat d'éthique. C'est-à-dire que moi, j'ai pas demandé du tout à recevoir un email pour du nautisme ou un email pour du tourisme ou des choses comme ça. Mais vous avez les moyens de connaître mon email simplement en vous baladant sur mon profil sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Donc avec des outils de ce type-là. Donc ça, c'est absolument interdit en B2C. Hein. Donc là, c'est pareil, si à un moment vous dérapez, vous envoyez trop d'emails, trop de dénonciations, enquête, et si la fraude est constatée, les amendes peuvent être sévères. Donc en revanche, c'est une pratique hyper courante en B2B. Et ça arrive tous les jours. Donc j'ai choisi de vous montrer deux exemples pour que vous voyez. Ici, c'est quelqu'un de mon équipe, Estelle, qui reçoit des emails de prospection répétitifs. La personne, elle s'adresse à Estelle comme si elle la connaissait déjà. Bonjour Estelle, j'espère que tout va bien chez Magnetic Way. Donc c'est facile, hein, on a été sur LinkedIn, Estelle elle travaille chez Magnetic Way. Donc on a le nom de l'entreprise, on a le nom de la personne, on a récupéré son email. Voire même maintenant les techniques, il y a des outils qui vous permettent de détecter les visiteurs qui viennent sur votre site par la base d'IP associée aux sirènes, de connaître le nom de l'entreprise qui est derrière et donc de faire à partir d'une adresse email qui a été récupérée à un moment. C'est par exemple nom.prénom le nom de domaine, de reconstituer en fait à partir de LinkedIn toutes les adresses email des membres de la direction financière, des membres de la DRH, des membres du service commercial, etc. Et donc de potentiellement envoyer 100, 200, 1000 emails de ce genre par jour. Et forcément, avec le volume, ça va marcher. Ça va marcher, mais par contre, il faut être prêt à en assumer aussi les dégâts, les conséquences. Donc nous, autant vous dire que même si on avait besoin de ce type de service ou de ce type de prestations que pourrait nous offrir cette société, on n'y fera jamais appel parce qu'elle a été très vite blacklistée et on a dit bloquer l'expéditeur et le domaine de l'expéditeur et on ne reçoit plus aucun email. Mais vous voyez, ici vous aviez deux exemples hors sujet. Et ça existe aussi en B2C, mais là, licite, hein, je sors de l'exemple du scrapping et du growth hacking. Je prends juste l'exemple de ma petite personne lorsque je me suis inscrit à Vinted pour vendre un article. En fait, le marketing automation s'est déclenché, hein, pas de souci, tout a bien fonctionné. Je me suis inscrit, j'ai accepté les communications de Vinted à mon intention et j'ai mis mon premier article en vente. Et juste quand j'ai eu fini de le faire, dans les minutes qu'on suivit, j'ai reçu un email dont le titre était nous vous offrons le boost pour la première mise en vente de votre article. Et là, première réaction, expérience client, zut, j'ai été trop vite, j'ai raté. Maintenant que j'ai mis en vente mon premier article, je vais plus bénéficier de la promo
pour booster gratuitement mon article. Et ce qui était vrai, c'est-à-dire que quand j'ai cliqué, il fallait que je rentre dans le process pour ajouter un nouvel article à mon dressing sur Vinted pour vendre un nouvel article. Sauf que moi, j'avais pas un deuxième article à vendre, j'en avais qu'un. Donc j'ai été très déçu. Et donc c'est là où je reviens au titre de départ, à l'objectif de départ. Pourquoi on veut faire du marketing automation? Pour gagner du temps, évidemment, avoir des choses qui se déclenchent automatiquement, mais quand même pour faire vivre à ses clients, aux personnes qu'on va cibler, de vraies expériences réussies. Et là, l'expérience commençait à se dégrader. Donc en revanche, j'ai réussi... en cliquant, en revenant, en reparcourant le dressing, etc., à retrouver cette promo et à me l'appliquer. Donc la fin est heureuse, mais Vinted, par rapport à la machine de guerre internationale que c'est et les outils qu'ils ont à leur disposition, ils étaient tout à fait capables, quelques secondes avant d'envoyer l'email, de vérifier si le nombre d'articles dans le dressing était à 0 ou à 1. Et donc si à ce moment-là, ils avaient deux branches dans le scénario de marketing automation qui disaient s'il n'a pas d'article en vente, le titre de l'email, c'est « Pour mettre en vente ton premier article, voilà, on t'offre un code promo ». Et s'ils avaient changé le titre de l'email en disant « Maintenant que tu as mis en vente ton premier article, nous t'offrons un code promo », en fait, l'expérience client, elle est sans couture, là. Elle est parfaite. C'est-à-dire que moi, je viens de terminer mon action, l'automatisme s'est déclenché 1 heure après mon inscription, mais en revanche, il tient compte de l'évolution de la donnée que Vinted, dont Vinted dispose. Et c'est là-dessus que je vais insister après dans les scénarios qui vont suivre, parce que si vous n'exploitez pas la donnée, c'est le meilleur moyen d'envoyer un email avec un objet, un propos qui sera un peu à côté de la plaque. La personne, elle aura évolué, elle sera revenue sur votre site, elle aura visité des pages de votre site, elle aura peut-être retéléchargé des choses, elle se sera intéressée à ce que vous faites. Si vous lui envoyez un scénario un peu trop simple qui ne tient pas compte de cette data progressive, alors vous risquez de faire vivre une expérience un peu dégradée à votre client. Et c'est ça qu'il faut éviter. Et donc finalement, si je synthétise au niveau des enjeux, pour moi, les enjeux du marketing automation, ils se résument vraiment à ça, c'est-à-dire privilégier un marketing responsable, privilégier l'éthique qu'on a dans ses actions, promouvoir ses offres de manière responsable et pas tabasser, comme on peut dire vulgairement, en balançant des emails du matin au soir à des milliers de personnes sans discernement. Pourquoi? Parce que c'est en créant un rapport de confiance avec ses clients qu'on peut vraiment, dans ce cas-là, valoriser sa marque, valoriser son discours, son entreprise et contribuer au développement des ventes. Vous avez, dans l'histoire, le nom m'échappe, mais il y avait des influenceurs qui, il y a une dizaine d'années, ont créé d'énormes communautés abonnées à des newsletters. Et c'est seulement au bout de 3 ans qu'elles se sont mis à proposer de souscrire à des box. Mais la communauté était telle, il y avait une relation de confiance qui était tellement développée que ça a cartonné du jour au lendemain et le chiffre d'affaires a explosé. Donc vous voyez, elles avaient construit un rapport de confiance avec une communauté de clients. Et le jour où elles ont promu leurs offres de manière responsable, bien du coup, le business a décollé. Le conseil aujourd'hui que l'on peut donner, c'est que seuls des contenus réellement différenciants susciteront l'intérêt de vos clients et de vos prospects. Si vous faites du contenu basique comme tout le monde en fait, donc en fait, nous, le conseil vraiment, c'est d'humaniser au maximum les contenus que vous allez produire. En B2C, évidemment, le tutoiement est très très rapide dans les scénarios automatisés en B2C, mais en B2B, qui est le secteur que je connais, vous pouvez tout à fait changer d'optique en arrêtant d'écrire des articles un peu génériques, mais en interviewant des experts internes, des experts externes, en devenant en quelque sorte un lieu sur le web où les gens vont pour partager la vie de certaines personnes et qui s'expriment de manière très humaine et pas de manière policée, vraiment trop standard et générique. Donc ça, c'est des choses qui sont essentielles. Et finalement, pour conclure cette partie sur les enjeux autour de l'éthique d'abord, mais on en revient à la raison d'être du marketing. En fait, le marketing, ce n'est pas juste une équipe en charge d'envoyer des courriers, des emails ou des SMS et des choses comme ça. Le marketing, il est là pour qu'une offre rencontre son marché. Et pour qu'une offre rencontre son marché, le marketing a besoin de travailler le positionnement et la raison d'être de l'entreprise. Qu'est-ce qui fait que l'entreprise existe? Pourquoi elle existe, hein? Si vous cherchez sur le web la vidéo de Simon Sinek qui a une 20aine d'années
sur Start with Why, elle est toujours autant d'actualité parce qu'il y a toujours aussi peu d'entreprises qui communiquent de cette manière-là. C'est-à-dire pourquoi elles existent avant de parler de leurs produits. L'exemple qui était pris par Simon Sinek dans cette vidéo était la différence entre un constructeur de PC de type Dell qui va vous vendre des machines super performantes avec de la mémoire, des disques durs, un joli design ou des choses comme ça. Donc bref, les caractéristiques d'un produit. Donc elle suppose déjà que vous avez, vous, une bonne raison d'acheter ce produit. Et elle le comparait à Apple, dont le discours à l'époque était de dire nous voulons révéler le potentiel de créativité de chaque personne avec des ordinateurs parfaitement adaptés. Et seulement après, ils se mettaient à parler caractéristiques. Donc ils disaient pourquoi ils faisaient des ordinateurs avant de dire comment ils les faisaient et en quoi ils consistaient. Et ça, je trouve qu'aujourd'hui, dans le marketing, il y a beaucoup de gens qui parlent du produit. Les clients demandent à ce qu'on parle de leur produit, qu'on mette en avant leur produit, avant même de se recentrer sur la personne à qui on s'adresse, quel est son besoin et en quoi moi je pourrais apporter quelque chose via mon produit ou mes services qui serait réellement utile et qui lui permettrait de répondre aux enjeux auxquels elle fait face. Et donc ça, c'est vraiment clé dans tous les dispositifs marketing, y compris le marketing automation.